Bonjour tout le monde, dimanche 12 avril 2020, nous sommes au 27e jour de confinement lié à l'épidémie de coronavirus et je continue à vous lire en ce jour de Pâques, mon ex, la mort et moi, chapitre 29. Ce n'est pas seulement qu'il avait un air absent dans les espaces de réception des diverses salles de concert. Il faisait aussi des grimaces pendant que ma mère avait le dos tourné, de sorte que le jus d'orange ressortait souvent en se frayant un chemin à l'intérieur de mon nez. « Vous ne pouvez pas au moins une fois vous tenir correctement? Les gens nous regardent, disait ma mère. « Oh mon Dieu, laisse-les regarder. Tu as seulement dit qu'il fallait que je vienne, pas ce que j'ai le droit de faire. »« Et laisse Dieu en dehors de ça, disait alors ma mère, et mon père savait déjà à l'avance que cette réponse allait arriver. Et ma mère secouait la tête devant ces deux idiots du chaos, comme elle nous appelait toujours quand nous n'étions pas à la hauteur de ses attentes. Ce n'est pas si mal jusque-là, dit mon père. Et même moi, alors que j'étais enfant, je sentais que cette phrase tournée de manière ironique avait été dite par amour profond pour ma mère. Pas si mal, c'est de la musique sur laquelle le temps n'a aucun effet, dit ma mère. Comme le foot, dit mon père en me lançant un clin d'œil. Et le gong, qui sonnait la fin de l'entracte, mettait comme si souvent un terme à la sempiternelle querelle de mes parents. La mort. J'adore la musique classique. Moi. Tu mens. Tu as encore dit il y a pas longtemps que tu trouvais la musique classique trop triste et trop interminable. La mort. Oui, bon, il faut prendre son temps pour la musique classique. Mais une fois qu'on l'a fait, elle reste en toi pour toute la vie. La mort tourna le bouton du volume et raconta des histoires incroyables qu'il imaginait au fur et à mesure pour faire plaisir à ma mère. Vue de derrière, ma mère et la mort avaient l'air de conduire le char de la culture. Des Romains de bonne humeur en chemin vers la bataille. Et à l'arrivée, Roméo était assis à côté de Juliette, et avec une main qui palpitait encore légèrement. Nous roulions dans la bruine, en route vers un combat dont je ne savais ni à quoi il ressemblait, ni qui le gagnerait. Ce que je savais, c'est que ce n'était pas une question de vie ou de mort, seulement une question de mort. Il me semble que mon délicat esprit français me signale une légère sensation de faim, formula ma mère en utilisant une de ses 20 phrases huguenotes favorites. Alors évidemment, on est pile au bon endroit dans un resto-route, à tout juste 500 km de Paris, dis-je. On ne peut pas continuer à rouler? Et voilà que je redevenais ce gamin ronchon qui ne voulait pas qu'on voie en société auprès de sa mère. Il y avait juste beaucoup trop de pièges qui me faisaient oublier la sensation de faim bien présente pour moi aussi. Des serveurs antipathiques et les sermons auxquels il devait s'attendre de la part de ma mère, la lenteur exaspérante avec laquelle ma mère approchait avec répugnance des portiques de contrôle à l'entrée des toilettes, les menus surchargés dans les restoroutes dont ma mère se détournait pour demander dans l'endroit le plus inapproprié du monde « Qu'est-ce que vous me conseillez ?» En plus de ça, des conversations avec des tierces personnes tout à fait inconnues, qui étaient toujours entamées par des phrases telles que « Ah, vous aussi ? Ça alors, quelle coïncidence ! Excusez-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais... Et encore, quel temps on a dehors !»« Je mangerai bien quelque chose moi aussi, dit Sophia, en partie parce qu'elle avait faim et en partie pour la joie sadique de me voir subir une situation que je trouve désagréable. La mort s'attelait à diriger l'ouverture d'Orphée aux enfers. D'un geste enjoué, il faisait signe au violon du côté de ma mère et accompagnait les basses d'une voix grave. Boum 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 boum. Ma mère hochait la tête en mesure. Elle chantait faux la partie des hautbois. Je lui ai payé des cours de hautbois une fois, déclara-t-elle à l'ensemble de la voiture. Moi, on ne m'a pas demandé mon avis. Ma mère. Quand tu étais jeune, on ne demandait pas encore leur avis aux enfants. Que crois-tu qu'auraient dit les enfants de Huguenot à l'époque si on leur avait demandé ? Tu as envie de dire des gros mots ? Moi. Des cours de hautbois au juron en moins de 10 secondes. Est-ce que quelqu'un ici peut reconnaître la légère exagération ? Dis-je en cherchant à obtenir des soutiens. Sophia. Eh bien, les moments passés avec mon père au piano étaient les plus beaux de mon enfance. D'abord, il vérifiait toujours si chaque note était juste, et il chantait chaque note, de la plus grave à la plus aiguë, et dans l'autre sens, comme un chanteur d'opéra fou. Et chaque fois qu'il se trouvait une note qui n'était pas juste à 100%, il disait « Sophia, le diable du son a encore une fois pété dans le piano. Il faut tout de suite qu'on le sorte de là. » Et puis il prenait le marteau d'accordeur et corrigeait le son. Ensuite, on jouait à 4 mains au piano pendant des heures, et alors que je savais qu'il était fatigué de sa journée. Et il commençait toujours par donner le rythme. Jam pam pam, jam pam pam. Et il disait toujours « Ceux qui ne font pas de fausses notes auront droit après à un cacao avec de la chantilly et des éclats de chocolat par-dessus. » Et même quand je faisais des fausses notes, j'avais droit à mon cacao. Et je restais toujours à côté de lui quand il préparait le cacao. Et quand il s'aspergeait de crème chantilly, le cacao brûlant dans sa tasse, je me plaçais juste à côté, et j'ouvrais la bouche, et il me remplissait la bouche avec de la crème chantilly en bombe. Ça avait le meilleur goût du monde. Ma mère dit « Oh, que c'est mignon !»
La mort. Eh bien moi, malheureusement, j'ai vécu sans musique du tout. Comment peut-on infliger ça à un enfant? Tu t'y connais quand même très bien malgré tout, répondit ma mère. Quand j'écoute de la musique, je l'aspire aussitôt en moi, et j'ai l'impression qu'elle ne pourra plus jamais me quitter, dit la mort avec complaisance. Ces phrases de mère, typiques, que la mort trouvait, me donnaient des frissons et me rendaient jaloux. C'était le tour du cancan, et Sophia et la mort se mirent à retrousser leurs jupes imaginaires avec enthousiasme et à transformer la petite voiture de ma mère en music-hall parisien. Ma mère était dans tous ses états. C'était le maximum de frivolité qu'elle pouvait supporter, mais elle aussi aimait bien s'abandonner à fond. Cha-ta-ta-ta-ta-ta, faisait-elle en jouant le chef d'orchestre. Orphée partie, les danseuses retournèrent derrière le rideau. Ma mère enclencha le clignotant à droite, on chercha une place de parking sur l'aire d'autoroute et on descendit de voiture. Le restaurant, qui avait l'air d'une boîte à chaussures à côté d'une station-service, était bordé de sapins luisants d'humidité, qui avaient été plantés pour une seule raison, pour qu'ils poussent vite. À la station-service, un camion-citerne enfonçait son tuyau dans une réserve d'essence souterraine, et le chauffeur du camion se tenait à côté, fumait et regardait dans notre direction. Manifestement, on ne passait pas inaperçu. 3 personnes, la quarantaine, et une femme de plus de 60 ans, et c'était celle-là qui conduisait. Ce genre de choses suffisait dans ce coin, et sans doute partout ailleurs aussi, pour réveiller la curiosité. Un couple se tenait à l'abri sous le toit de la station-service et discutait de part et d'autre de leur voiture. Leurs gestes laissaient supposer une dispute, et l'enfant assis à l'arrière de la voiture regardait d'un air intéressé dans notre direction, tandis que nous marchions vers le resto-route. En s'approchant, je me rendis compte que ce n'était pas nous que l'enfant regardait, mais la mort. Je jetai un œil vers lui, et je remarquai que lui aussi regardait l'enfant. L'enfant leva la main derrière la vitre, couverte de gouttes de pluie, et salua la mort avec un léger sourire sur les lèvres. Et la mort le salua aussi en souriant. Je restai en arrière et lui demandai. « Tu le connais, la mort? Je connais tout le monde. » Moi. « Mais pourquoi l'enfant te fait signe de la main? Il va mourir lui aussi ou quoi ?» En fait, tu penses toujours vraiment le pire de moi, c'est ça? Tu me stigmatises, dit la mort, offusquée. Mais laisse-moi vérifier un instant. Et ses yeux glissèrent si loin sous ses paupières qu'on ne pouvait plus voir que le blanc, et il poussa un gémissement en expirant. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Si ma mère voyait ça, elle penserait que t'as une attaque. Je regarde si l'enfant va mourir. C'est ce que tu voulais savoir, non? Ferme-la, je dois me concentrer. Vous venez ou vous préférez attraper froid? Hurlait ma mère au loin. On arrive, criai-je à mon tour. Commencez à y aller, cherchez-vous une place. La mort était resté sans bouger, et je l'observais. Il avait l'air puissant et inspirait la peur. Ses yeux regagnèrent leur position normale, fortement rougis. La mort. « Ah non, il est loin de mourir tout de suite. Mais pourquoi il te salue dans ce cas ?»« Il a une intuition sur ce que je suis. Il sent que je ne suis pas à ma place ici, mais que je suis quand même là. Et c'est pour ça qu'il me salue. Les enfants parlent bien aussi avec les animaux, ça va dans le même sens. Tu te souviens de ce que tu as vu devant la porte à la maison quand on s'est battu avec l'autre ? Moi, ça me paraît relativement difficile d'oublier ça. La mort. Il voit une partie de tout ça, il a une idée de ce que je pourrais être, il peut voir dans les limbes. Je secouai la tête, mais j'aurais aussi bien pu la hocher. Je pouvais observer du coin de l'œil les parents du garçon, qui tout en continuant à parler entraient dans la station-service pour payer. Moi, et qu'est-ce qui va se passer maintenant? La mort. J'en sais aussi peu que toi, on verra. Le petit garçon détacha sa ceinture sur le siège arrière, ouvrit la porte de la voiture et se dirigea vers nous. « Qui es-tu » demanda le garçon, et le son de sa voix laissait entendre qu'il posait cette question à la mort sans avoir peur, et il avait l'air intéressé. « Je suis la mort, et lui là, c'est mon ami, » dit la mort. « Ma mamie aussi est morte, » répondit le garçon. « Je sais, » dit la mort, il n'avait rien à faire. Le garçon. « Mais on était tous tellement tristes, » la mort. « Et si personne ne mourait, il y aurait beaucoup trop de monde sur Terre. » C'est déjà le cas de toute façon, dit le petit garçon. « Oui, c'est juste, » dit la mort. Et qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, en fait, je voulais emmener mon ami ici avec moi, mais il nous est arrivé quelque chose entre-temps. À présent, il faut que nous rendions visite à son fils et que nous nous battions. Vous battre? Je peux venir? Oui, on peut toujours avoir besoin d'enfants pour ce qu'on a à faire. Eh vieux, ça ne va pas bien ou quoi? Dis-je. Les jeunes enfants sont toujours une bonne chose dans ces batailles, parce que les jeunes enfants y croient. Vous vous rendez à une bataille? Il était impossible de contenir l'enthousiasme du garçon. Moi. Non, on ne va pas se rendre à une bataille, on part simplement en vacances voir mon fils. Le garçon. Tu vas voir ton fils avec la mort? Mais c'est comme si je jouais au petit chou avec le monstre sous mon lit, personne ne fait un truc pareil, ton fils ne vit pas chez toi? Ah, les enfants, insolents et intelligents, qui ne les aime pas? C'était devenu si compliqué de communiquer depuis que la mort était à mes côtés. Ça grouillait partout de mines de langage qui pouvaient exploser à tout moment au moindre faux pas.
et je me rappelais pourquoi je parlais aussi peu. Je trouvais ça simplement éprouvant de parler. Il n'y a pas de monstre sous le lit, dis-je, et je me rendais compte à quel point ça me faisait mal de ne pas avoir fait toutes ces choses qu'on fait quand on a un enfant. Chercher les monstres sous le lit armés d'un aspirateur qu'on pouvait appeler le fusil à monstre et d'une lampe de poche, tandis que l'enfant regarde d'en haut, la tête d'en bas. Je tentais un argument que même les enfants peuvent comprendre. Tu ne peux pas venir malheureusement, notre voiture est pleine. Quand 4 adultes voyagent en voiture, il y a toujours une place libre à l'arrière au milieu, dit le jeune garçon, avec cette voix que les enfants ont quand ils se trouvent plus malins que les adultes. Tu as déjà vu ça quelque part, que les enfants partent en voiture comme ça avec des inconnus demandai-je. Non. J'étais soulagée. Mais j'ai encore jamais vu non plus quelqu'un partir en voyage avec la mort pour rendre visite à son fils. Il a quel âge ton fils? Moi, 8 ans. Comme moi, s'écria-t-il ravi, parce que ce genre de choses ravit toujours les enfants, pour je ne sais quelle raison. La mort conclut logiquement. Eh bien voilà, c'est parfait. Moi. Bon sang, les enfants ne montent pas comme ça dans la voiture d'inconnus, ce n'est pas possible. Que diraient tes parents si d'un coup tu étais parti? Ils seraient contents, comme ça ils n'auraient plus besoin de se disputer à cause de moi. Ça avait sans doute quelque chose à voir avec le fait que j'étais plus proche de la mort que de la vie. Ce garçon me fendait presque le cœur. J'avais retrouvé une vision d'enfant sur les choses. Demain ne voulait rien dire si aujourd'hui il arrivait quelque chose de bien. Ce qui se passait maintenant était tout, et demain était un temps qui semblait si inintéressant qu'il n'avait aucune importance. Je voulais encore sentir aujourd'hui la main de Sophia, pas demain. Je le voulais maintenant et pour toujours. L'apprentissage du renoncement était le cours à l'école de la vie qui, pour le jeune garçon et moi, n'avait aucun sens. Pour moi, dans ma vie, et pour le garçon dans cette station-service, avec sa parfaite appréciation de la situation. « Arrêtez tout de suite de parler à notre fils. Jonathan, va-t'en de là !» cria la mère. Ses boucles blondes, coiffées avec soin, laissaient supposer que les 2 parents travaillaient dans cette famille. « C'est lui qui est venu nous voir, dit la mort. »« Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Le père s'approchait, et il utilisait une autre combinaison pour faire vite s'envenimer une situation, le tutoiement d'inconnus associé à des gestes menaçants.